Salam alaikum et bonjour à tous. Alors on va voir notre deuxième cours de physiopathologie. Il s'agit des hémorragies digestives. Voilà. Alors pour commencer, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'hémorragie digestive est l'une des principales urgences vitales. C'est une urgence vitale, littéralement, car elle peut provoquer la mort du patient si ce dernier n'est pas pris en charge rapidement. Et puis l'étude des hémorragies digestives nous montre la gravité de ce cas et que ce cas nécessite une prise en charge rigoureuse et très rapide. Et l'hémorragie digestive, par définition, elle désigne un saignement qui provient du tube digestif, bien évidemment. Le tube digestif commence depuis la bouche jusqu'à la deuxième ouverture qui est l'anus. Donc on a deux ouvertures, on a la bouche et on a l'anus. Et donc chaque partie de ce tube digestif peut être l'origine de ce saignement. Voilà. La cause de ce saignement, on va dire. Donc, alors, l'hémorragie digestive, elle peut être extériorisée ou pas. Dans le cas où elle n'est pas extériorisée, elle est dite occulte. Des hémorragies qui sont occultes, ce sont des hémorragies qui ne sont pas extériorisées, ou bien ce sont des hémorragies microscopiques, ce sont des saignements microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ça nécessite un microscope, c'est des hématies qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Voilà. Et donc, dans le cas où elle est extériorisée, elle peut être de deux types. Donc, soit c'est une hémorragie digestive qui provient du haut du tube digestif, là c'est une hémorragie digestive d'origine haute, ou bien c'est une hémorragie digestive d'origine basse. Alors notre limite ici pour limiter le haut et le bas, c'est l'angle de Treitz, c'est la jonction duodéno-jéjunale. Cette jonction-là, elle va limiter deux parties du tube digestif, une partie haute et une partie basse. La partie haute, elle comprend, on a l'œsophage, l'estomac et le duodénum. La partie basse, on va trouver le côlon, le rectum et l'anus, d'accord? Donc en amont, c'est-à-dire avant l'angle de Treitz, on va avoir un saignement du tractus supérieur, bien évidemment, soit l'œsophage, soit l'estomac, soit du duodénum. Et on a plusieurs étiologies. Cette hémorragie qui provient du haut du tube digestif, elle va s'extérioriser soit par la bouche, là on va l'appeler une hématémèse, voilà, ou bien par le bas, parce que oui, elle peut s'extérioriser par le bas, c'est ce qu'on appelle le méléna. Donc le méléna, c'est une hémorragie digestive qui provient du haut du tube digestif, mais qui va traverser le long du tube digestif, elle va subir une digestion, et puis elle va donner ce méléna qui va s'extérioriser par l'anus. Pour l'hémorragie digestive basse, là, c'est en aval de l'angle de Treitz, c'est-à-dire après l'angle de Treitz. Là, c'est une atteinte soit du rectum, de l'anus ou bien du côlon. Et donc, on aura cette émission de sang. Voilà, et c'est ce qu'on appelle l'hématochézie ou bien l'hématochézie. Ce sont les rectorragies proprement dites. Donc le terme exact en fait c'est l'hématochézie ou la l'hématochézie. Là, on parle souvent des rectorragies, mais c'est ça le terme exact. Voilà, ce sont l'hématochézie ou bien l'hématochézie. Donc on va détailler les étiologies tout de suite. Alors, donc là c'est par rapport au type. Donc on a hémorragie digestive d'origine haute, mais qui peut s'extérioriser soit par la bouche, ce sont des hématémèses, ou bien par le bas, c'est le méléna. Et on a l'hémorragie digestive d'origine basse qui est voilà qui va s'extérioriser par ce qu'on appelle les rectorragies. Voilà. Alors, les facteurs de risque. Donc, déjà, l'hémorragie, c'est quelque chose de grave. Alors, oui, qui connaît encore des facteurs de risque. Donc là, ça nécessite vraiment une attention plus importante. Voilà. Donc, le premier facteur de risque, c'est l'âge, bien évidemment. Donc, il y a ni pour chaque maladie, pour n'importe quelle maladie, voilà, il y a ni tous les cas qui existent. Le facteur de risque, le plus important, enfin, il y a plus ou moins, c'est l'âge, bien évidemment. Surtout si c'est un patient âgé, c'est un sujet qui est vieux. Voilà, l'âge supérieur ou égal à 80 ans. On sait que lorsqu'on avance avec l'âge, on devient beaucoup plus fragile, voilà. Et donc, c'est un facteur de risque également. La deuxième des choses, c'est l'existence d'un état de choc. On sait que l'hémorragie, c'est un saignement, donc c'est une perte. On va perdre des liquides, on va perdre du sang. Et donc, lorsqu'on a une perte, on va tomber dans ce qu'on appelle le choc hypovolémique, parce qu'on a une perte, on a une diminution de la volémie. Et c'est un cas tannique grave, qui va aggraver les choses, qui va se manifester par une hypotension avec une augmentation de la fréquence cardiaque. Voilà.
Autre chose également, lorsqu'il existe des pathologies associées, comme des insuffisances rénales, cardiaques, hépatiques. Également, ce sont des comorbidités qui peuvent aggraver le cas de l'hémorragie digestive. Et enfin, on a les critères endoscopiques de récidive hémorragique de l'ulcère ou bien d'un caillot adhérent. Alors, je m'explique. Donc, l'ulcère, c'est une étiologie numéro 1, on va dire, de l'hémorragie digestive d'origine haute, l'ulcère gastro-duodénal. Et puis, donc, lorsqu'on a une hémorragie d'origine haute, c'est-à-dire on va vomir du sang, il y a des vomissements, voilà, un rejet du sang par effort de vomissement, là, le patient va consulter, donc là c'est une urgence. La première des choses, bon, on va bien sûr restaurer l'état hémodynamique du patient et puis on va faire l'examen clé, c'est la fibroscopie œsogasto-duodénale. Là, c'est pour visualiser l'ulcère et voir la gravité, est-ce qu'il est grave, est-ce qu'il est avancé, voilà. Donc là, on va voir, est-ce qu'il va y avoir peut-être des récidives ou pas. Donc c'est ça en fait, la récidive, il faut avoir cette notion. La notion de récidive, c'est un facteur de risque, c'est une gravité, c'est quelque chose de grave. La récidive, c'est lorsque le phénomène, il va réapparaître, c'est ça. Il va se reproduire, c'est ça. Et donc là, c'est un facteur de risque, parce qu'on va corriger, mais malheureusement, il va réapparaître. On ne sait pas quand est-ce qu'il va réapparaître, mais c'est un facteur de risque également de cette pathologie. On a le pronostic, donc là c'est pour évaluer la gravité. Donc on a le taux de mortalité, donc il est de l'ordre de 5 à 10% de la population qui est touchée, qui va faire une hémorragie digestive. Yani 10% من الناس اللي يديروا hémorragie digestive, ils vont mourir malheureusement. Après, on a 3/4 des hémorragies digestives qui vont s'arrêter spontanément. Donc là, c'est une bonne chose. Alors, la récidive coronale, c'est un facteur de gravité. Donc, ensuite, alors, les facteurs qui favorisent l'hémorragie digestive chez le patient ulcéreux. Donc là, on doit tout d'abord voir normalement les étiologies, après on va parler de ça. Mais allez. Donc, l'ulcère gastro-duodénal, c'est l'étiologie numéro 1 de l'hémorragie digestive d'origine haute. D'accord? Alors, mais si pas tout patient ulcéreux, il va faire une hémorragie digestive. Donc, il y a des patients qui ont un ulcère, mais voilà, c'est une complication en fait. L'hémorragie digestive, bon, la complication c'est la perforation, mais l'hémorragie digestive, c'est quelque chose de grave. C'est chez un patient ulcéreux. Parce qu'on a de plus en plus l'ulcère, il s'aggrave, il n'y a pas de cicatrisation, il n'y a pas de guérison, il n'y a que des facteurs aggravants, c'est ça. Et donc, ça va donner des hémorragies. Mais dans l'autre cas, les patients qui ont un ulcère, mais ils sont stables. Là, ils prennent leurs traitements qui sont les IPP bien sûr, et ils sont stables. Voilà, là c'est bien. Par contre, donc on a une population de je crois 30%, on va voir donc tout de suite les pourcentages. On a 30% de patients qui ont un ulcère, il va faire une hémorragie digestive. Donc chez les ulcère. Bon, où je nomme les facteurs qui vont favoriser en fait l'apparition de l'hémorragie chez un patient ulcéreux. Donc, on a 4 points ici, mais c'est toute augmentation de l'acidité. Pourquoi? Parce que quand vous savez, bon, l'estomac, à l'état normal, mais l'ulcère, la sécrétion de l'acide, les H+, c'est tout à fait normal. La muqueuse gastrique, elle sécrète. Pourquoi? Parce que ça aide à la digestion. Voilà. Donc là, c'est une bonne chose. En plus, la muqueuse gastrique, elle est protégée, elle est habituée. Elle va sécréter l'acide, c'est ça, pour faciliter la digestion. Après, pour ce qui est du duodénum, œsophage, ils sont séparés. On a le cardia, on a le pylore. On a le cardia qui sépare l'estomac de l'œsophage. Là, c'est pour, bien sûr, protéger l'œsophage parce qu'il n'est pas habitué à cette acidité. Donc, il faut le protéger parce qu'il ne peut pas produire du mucus. Là. Et le duodénum et l'estomac qui sont séparés par le pylore. Et là, c'est également pour protéger le duodénum de l'acidité gastrique. Parce que voilà, il n'y a que l'estomac qui est capable de supporter cette acidité. Bref, donc là, c'est juste pour comprendre, d'accord? Après, dans le cas, donc, on va se demander. Donc, l'acidité. Les choses qui connaissent un ulcère. Donc, il connaît un ulcère. Déjà, l'ulcère, c'est quoi? Alors, l'ulcère, si on peut le décrire, c'est comme une déchirure, c'est comme une plaie, c'est sur le jarha. Ça مراهيش مفتوحة كمان parce que il est comme مفتوحة là, c'est une perforation, c'est une complication de l'ulcère, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a dit la plaie, on va dire, ou هاد الجرحة خفيفة. De plus en plus qui contient l'acide, il va l'aggraver.
il va de plus en plus creuser, de plus en plus يعني l'ulcère يكون غير صغير ومن بعد voilà حيزيد يكبر. Donc là c'est quelque chose de pas bien. Donc l'acidité gastrique lorsqu'elle augmente, elle va aggraver l'état de l'ulcère, de la muqueuse gastrique qui est ulcérée, et ça empêche la cicatrisation de l'ulcère, et ça empêche également la guérison complètement. Donc les 4 tirets qui sont là, ça tourne autour de l'acidité gastrique, l'augmentation. Là, c'est la prise d'aspirine, qui est l'acide acétylsalicylique. Donc là, c'est un acide. Ensuite, on a la prise d'ANS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est une notion très importante qu'il faut chercher lors de l'interrogatoire de patient qui est ulcéreux. On va demander est-ce qu'il y a une prise d'ANS technique, elle va nous aider la démarche. Donc, les ANS, en fait, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils vont empêcher la synthèse des prostaglandines. Et on sait que les prostaglandines, le rôle c'est de diminuer la synthèse des acides par la pompe à protons, la pompe gastrique yani. Donc ça inhibe, et donc si j'ai pas les prostaglandines à cause des AINS, et ben j'aurai l'augmentation de l'acidité, et donc on aura également cette aggravation. Après on a également le traitement antithrombotique. Alors quel est le rapport? En fait, le traitement antithrombotique, vous savez que ce sont des médicaments qui comprennent les anticoagulants et les anti-agrégants plaquettaires. Le rôle c'est quoi? C'est d'empêcher la thrombose, c'est d'empêcher la coagulation sanguine. Et lorsqu'on a une déchirure, lorsqu'on a quelque chose qui saigne, normalement le système plaquettaire il va s'activer pour fermer cette brèche, on va dire, et coaguler le sang et former c'est une sorte de thrombose pour fermer, tout simplement, c'est ça, pour cicatriser, on va dire, c'est la cicatrice. Et donc, si j'ai pas l'activation, ou les plaquettes sont comme s'ils sont inhibées, c'est l'effet des antithrombotiques, des anticoagulants et des anti-agrégants plaquettaires, j'ai pas cette action. Et donc, si j'aurais l'ulcère qui va saigner, et ben j'aurai pas la correction de ce saignement. Et donc, j'aurai l'aggravation, et ça provoque des hémorragies digestives très importantes. La dernière des choses, ce sont les intoxications alcooliques aiguës. Donc là, je vous apprends rien. Vous savez que l'alcool, c'est nocif pour notre santé, généralement, mais particulièrement ici pour l'ulcère. Ça va également augmenter la production de l'acide, ce qui empêche la guérison, la cicatrisation, et ce qui aggrave la situation de ce patient qui est ulcéreux. Donc ce sont les facteurs qui favorisent l'apparition des hémorragies digestives chez le patient ulcéreux. Donc ça tourne autour de l'acidité gastrique en fait. Alors parlons maintenant des étiologies. Donc on a la première étiologie, c'est la maladie ulcéreuse, qui va provoquer en fait une rupture artérielle, ou bien l'ulcère lui-même il va saigner. Donc on a 30% des cas, 30% des cas qui sont des patients ulcéreux, ils vont faire une hémorragie digestive. On va dans les 80%, on aura un arrêt spontané de l'hémorragie. 30%, donc, on aura une récidive sans traitement, bien sûr. 5%, on aura une mortalité malheureusement. Alors, là, on a un petit exemple. Donc là, c'est l'ulcère de Dulafoy. C'est un exemple de la maladie ulcéreuse qui va toucher en fait une artère. C'est une artère, on va dire, qui n'est pas normale, anormale, on dit, sous-muqueuse, dans la sous-muqueuse gastrique, qui va saigner. On peut dire c'est une artériole, ou là une artère anormale. Donc là c'est juste un exemple de la maladie ulcéreuse. C'est un ulcère qui va toucher également la sous-muqueuse gastrique. Alors la deuxième cause, on peut dire en deuxième position, on a les varices œsophagènes et gastriques. Alors les varices œsophagènes et gastriques, donc par définition, varice c'est quoi? Un varice c'est une dilatation veineuse. Alors quelle est la cause de cette dilatation veineuse? Donc les varices sont provoquées, ou là c'est une complication de l'hypertension portale. Où je dis l'hypertension portale? Alors qui m'a la veine porte en contact direct avec le foie. En cas d'atteinte hépatique, de n'importe quelle maladie hépatique, c'est surtout la cirrhose hépatique. Donc la cirrhose hépatique, c'est le stade ultime de la fibrose hépatique, causée par plusieurs causes. La cause numéro 1, mais pas chez nous, donc c'est surtout dans les pays européens, etc. Et c'est la cause alcoolique. C'est l'alcool, donc la cirrhose alcoolique, et puis les autres causes, il peut y avoir d'autres causes, qui m'a les hépatites virales, ou là les causes non alcooliques, qui m'a la stéatose hépatique, donc là c'est le foie gras. Donc on dit que ce sont quand même des causes qui provoquent une cirrhose. L'évolution de la cirrhose, elle va provoquer une hypertension, elle va augmenter la pression au niveau de la veine porte,
et ce qui va retentir sur les veines gastriques et œsophagiennes. Donc ce sont surtout les veines les veines œsophagiennes qui vont se dilater. Et la dilatation va provoquer ces varices. Donc là, tout va bien. Un des varices, il y a un risque. Le risque majeur, c'est que ces varices vont se rompre, c'est-à-dire il y aura la rupture. La rupture, elle va provoquer un saignement en nappe, un saignement assez important qui va s'extérioriser et on aura des hémorragies digestives très abondantes. Donc c'est ça, c'est la deuxième cause. On peut avoir des lésions aiguës de la muqueuse gastro-duodénale, n'importe quelle lésion aiguë, d'autres ulcérations aiguës, une érosion, un purpura. Ils sont secondaires à plusieurs causes. On peut avoir un stress. Je ne parle pas du stress psychologique ici. Là, je parle d'un stress comme si une agression, d'accord? Comme des septicémies, des infections en post-opératoire, certaines complications, des insuffisances comme l'insuffisance rénale aiguë. Voilà. Après, également, on a quelque chose de très intéressant. Alors, lors des efforts de vomissement, des vomissements répétés et prolongés, ce qui entraîne une dilacération de la muqueuse du cardia, mais également une fragilisation de l'œsophage, de la paroi de l'œsophage. Là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Mallory-Weiss. C'est un syndrome causé par les efforts de vomissement répétés et prolongés. En cas, par exemple, là, on peut citer quelques exemples, c'est lors du premier trimestre de la grossesse. On a donc des vomissements très répétés, très souvent, surtout à jeun, le matin. C'est à cause du changement hormonal, bien sûr. Également, on a d'autres cas, comme le cas là, c'est les sujets qui provoquent leur vomissement. Ce sont des sujets qui se font vomir, d'accord? C'est le cas de la boulimie. On avait vu l'anorexie mentale, qui fait partie des troubles du comportement alimentaire, des TCA. On a dans l'autre côté, c'est la boulimie technique, elle fait partie des TCA, ce sont des troubles psychiatriques, ce sont des troubles du comportement alimentaire. Là, c'est un sujet qui va beaucoup manger et après, avec la culpabilité et tout, il va se faire vomir, il va vraiment provoquer ces vomissements et donc on aura ce sont des vomissements répétés à chaque fois on a de la situation et donc on aura fragilisation de l'œsophage avec remontée de l'acide, avec dilacération de la muqueuse du cardia, voilà, donc on aura des RGO à répétition, on aura par la suite des lésions aiguës. Voilà, donc vraiment, ça provoque, c'est quelque chose de grave. Et par la suite, on aura des déchirures avec des saignements et ça provoque également des hémorragies. Donc ceci pour les hémorragies digestives hautes. Là, passons maintenant aux hémorragies digestives basses. Donc là, comme on avait dit, donc on aura soit atteinte de anal, rectal, du côlon ou bien du grêle, de l'intestin grêle. Donc lorsqu'il s'agit d'une atteinte de l'anus, là, on aura des hémorragies, ce sont surtout des étiologies proctologiques, comme des hémorroïdes ou des fissures anales, ce qui nécessite un examen proctologique, notamment le toucher rectal, qui est systématique. Pour tout saignement, en fait, dans le bas. Hein. Après, on a des causes rectales. Donc là, ce sont des ulcérations traumatiques. Traumatique, là, ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme. Le traumatisme, il est causé, par exemple, par l'introduction répétée à le thermomètre pour prendre la température rectale. D'accord. Là, il va provoquer une fragilisation du rectum, ce qui donne par la suite une complication des ulcérations avec des hémorragies. Par exemple, également des inflammations, des polypes, un cancer, voilà, on peut avoir toutes ces causes qui vont provoquer des saignements. Le côlon, on peut avoir des diverticuloses. Diverticulose, c'est quoi? C'est une sorte de sac qui vont se former. Ce sont des sacs qui vont se former au niveau de la paroi colique et par la suite, ils peuvent s'infecter. Il y aura des infections et ce qui donne par la suite des ulcérations avec des saignements. On peut avoir une angiodysplasie. Donc l'angiodysplasie, c'est quoi? C'est une anomalie vasculaire qui va en fait surtout se manifester par des hémorragies digestives occultes, c'est-à-dire qui ne sont pas vues à l'œil nu, on peut dire ça, ce sont des saignements microscopiques. Et donc on aura parmi ces complications, ce sont des hémorragies. Bon, après on peut avoir des polypes techniques, c'est comme si les polypes, on avait vu ça, flanapate, c'était des, comment dirais-je, c'est pas des sacs, c'est de la diverticulose, ce sont comme si des boules au niveau à l'intérieur du côlon,
et هادوما تانيك les polypes ils peuvent s'infecter, ils peuvent donner des saignements tout simplement. هما اصلا ils sont considérés surtout dans le cas de l'APC enfin l'atteinte du gène de l'APC, ce sont des lésions précancéreuses de la polyposadénomateuse familiale. Donc voilà, ils peuvent donner par la suite des saignements, des hémorragies. On a également le cancer en cas de, voilà, de néoplasie, de pathologie tumorale. On a certaines maladies inflammatoires comme la RCEH, qui est la rectocolite ulcéro-hémorragique. Là également, c'est une rectocolite, donc il y a une inflammation du rectum avec du côlon et ulcération avec des hémorragies. On a également de l'ischémie, des infections, notamment les infections parasitaires, comme le cas de l'amybose ou des infections virales au cytomégalovirus, voilà. L'amybose due à Entamoeba histolytica. On peut avoir également la giardiose due à Giardia. Voilà. On peut avoir également des varices causées par, c'est la complication de l'hypertension portale également qui peuvent toucher en fait le côlon. Et en cas de polypectomie endoscopique, donc là c'est l'ablation des polypes qui peut donner des complications hémorragiques. Pour le grêle, alors le grêle, on peut avoir un type de diverticulose appelé le diverticule de Meckel. Donc c'est un exemple de diverticulose. Des ulcères, donc ulcération causée par des médicaments, des infections. L'angiodysplasie, encore une fois, qui est une anomalie vasculaire ou là, une dilatation vasculaire. C'est une télangiectasie qui va se compliquer par des hémorragies. Certaines tumeurs, comme le cas des lymphomes. Certaines maladies inflammatoires comme les entérites, c'est comme la maladie de Crohn. Voilà. Donc là, ce sont les principales étiologies qui peuvent donner des hémorragies digestives, que ce soit dans le haut ou bien le bas. Alors, le diagnostic, donc là, comment poser le diagnostic de l'hémorragie digestive? Alors, l'hémorragie digestive, donc 60% de cas, ce sont des hémorragies extériorisées. Donc là, c'est simple, le patient, il va venir facilement, tout simplement, pour consulter pour ça. Donc là, il est inquiété, il va venir nous dire, voilà, j'ai vomi du sang, ou là, j'ai trouvé du sang dans les selles. D'accord. Lorsqu'il s'agit des hémorragies donc hautes, là, c'est soit on a de l'hématémèse, qui est un rejet, c'est d'un vomissement, c'est un rejet de sang avec effort de vomissement. Lorsqu'il est récent, le sang il va être rougeâtre et lorsque le sang il a séjourné pendant un moment dans l'estomac, là il va devenir beaucoup plus noirâtre parce qu'il a subi une certaine digestion. Voilà. Alors pour le méléna, donc Kimarona, c'est une émission par l'anus de sang digéré. C'est un sang qui provient du haut, le haut du tube digestif, et il a traversé le tube digestif et il est extériorisé comme si sous forme de méléna. C'est ça, c'est un sang digéré. Donc comment reconnaître le méléna? C'est simple, ce sont des selles noirâtres, poisseuse, fétide, nauséabonde. C'est l'odeur, elle est particulière du méléna. C'est très simple, c'est comme du goudron en fait. C'est facile de le confirmer, c'est ça. Alors, le méléna, il peut être suivi d'une hématémèse ou pas, c'est-à-dire être le seul stigmate d'une hémorragie digestive, l'association entre les deux, ou bien seulement du méléna. Voilà. Pour l'hémorragie digestive basse, donc on a l'hématochésie ou la l'hématochésie, ce sont les rectorragies. Là, c'est une origine basse qui marronne en dessous de l'angle de 13. Cependant, une hémorragie digestive haute, abondante, peut être responsable de rectorragie. C'est-à-dire, lorsqu'on a une hémorragie digestive haute très très importante, qui est très abondante, là, on aura des vomissements. Mais on peut également avoir des rectorragies, ou là seulement des rectorragies. Là, on n'a pas précisé. Mais on peut avoir des rectorragies, c'est-à-dire des saignements par le bas, parce que c'est une hémorragie digestive abondante. Le sang sans subir une digestion. Parce que la digestion, là, ça va donner un méléna, et non pas des rectorragies. Les rectorragies, c'est un sang rouge. Voilà, donc là, c'est une hémorragie abondante. Le sang, il va traverser, il va directement passer vers le bas, il va être extériorisé, il y aura sortie du sang. Voilà. 20% qui restent, ce sont des hémorragies digestives non extériorisées. Dans le cas où elles ne sont pas extériorisées, là, comment le patient il va venir consulter? Là, c'est un peu compliqué. Donc, yani, vraiment évolué. Le cas il va être évolué. Et donc, il va venir consulter pour un malaise inexpliqué, un état de choc, surtout lorsqu'il s'agit d'une hémorragie digestive cataclysmique. C'est une hémorragie digestive très importante et très abondante et difficile à stopper. Voilà, c'est ça. Il va se manifester par des pâleurs, une tachycardie, une soif, une cyanose. Donc la cyanose, vraiment l'état grave, parce qu'au début on peut avoir des marbrures, comme si c'était du marbre, qui va par la suite devenir du bleu, cyanose, violacé. Donc là c'est vraiment un état déjà très évolué, avec une hypotension bien sûr, c'est l'état de choc. Alors la tachycardie, pourquoi? Donc la tachycardie, c'est
parce que le cœur il est en train, d'essayer de compenser cette hypovolémie, ce choc hypovolémique pour pouvoir perfuser tous les organes, notamment les organes nobles. Donc il va essayer de compenser, il va augmenter la fréquence cardiaque. Mais dans le cas où le cœur il va lâcher, là il va donner une bradycardie, là c'est encore plus grave. D'accord? Donc le cœur il est en train de lâcher. Alors pour explorer, dans le cas, bon, n'importe quel saignement par le bas, que ce soit méléna ou la rectoradine et une notion d'hémorragie par le bas, le toucher rectal il est systématique. Il va soit ramener un méléna ou il a du sang rouge. D'accord? Là c'est pour différencier. Est-ce que c'est un méléna? C'est un sang noirâtre, nauséabond, etc. Ou bien c'est un sang rouge dans le cas de l'hématochézie ou la l'hématochézie. Voilà. Alors, pour la sonde gastrique, donc, c'est un examen, bon, on va l'utiliser pourquoi? C'est dans le cas où il y a une hémorragie digestive occulte, c'est-à-dire on ne la voit pas. Soit on ne la voit pas, soit c'est une hémorragie digestive qui n'est pas extériorisée. Donc, on va faire cette sonde, elle va nous aider pour chercher du sang au niveau de l'estomac. Yani, elle va ramener, donc, je vais trouver est-ce qu'il y a du sang ou pas. Donc voilà, c'est de rechercher du sang dans l'estomac. Si elle me ramène du sang, c'est simple, là je vais pouvoir poser le diagnostic. Mais dans le cas où elle ne ramène pas du sang, elle ne va pas éliminer. Ça n'élimine pas le diagnostic de l'hémorragie digestive. Il faut encore faire d'autres examens complémentaires, d'autres explorations pour chercher une autre source. Alors, le diagnostic différentiel, donc l'hémorragie digestive haute, donc le diagnostic différentiel TH, c'est l'hémoptysie. L'hémoptysie, c'est en fait un rejet de sang par effort de tout. C'est la quinte de tout, ou bien c'est comment on dit, c'est la queue de l'hémoptysie qui va donner. Donc c'est en fait c'est un traumatisme au niveau des voies aériennes, que ce soit de la trachée ou là, c'est un traumatisme qui a provoqué le rejet de sang. À force, c'est que le patient il tousse, d'accord. Également, on peut avoir l'épistaxis des glutides. Et l'épistaxis, vous savez, c'est RAF, qui est RAF. Il va déglutir le sang, il va par la suite le rejeter par la bouche, tout simplement. On peut avoir également, donc, par l'ingestion de certains médicaments, certains aliments également. Ce sont soit des médicaments ou des aliments qui vont colorer les selles. Donc, je dis par voie orale, l'extériorisation, bien la couleur, les selles. Mais l'origine, c'était la bouche. C'est soit des médicaments, par exemple le charbon, le fer, le sel de bismuth, et d'autres médicaments comme la rifampicine qui peut colorer les selles en coloration un peu foncée. Également la consommation excessive de la betterave qui peut colorer les selles, mais également les urines en rouge ou la rose ou une couleur un petit peu intense. C'est ça. Pour l'hémorragie digestive basse, donc ce sont des causes urogénitales qui vont être mélangées un petit peu avec l'hémorragie digestive. Alors, parlons maintenant des explorations. Donc, c'est très important. Bon, après avoir restauré l'état hémodynamique stable du patient, là on peut explorer. On ne peut pas explorer sur un patient qui est déjà en train de faire une hémorragie. Il faut tout d'abord corriger l'hémorragie et puis explorer. L'examen clé, c'est la fibroscopie œsogasto-duodénale, dans le cas où il y a eu une hémorragie digestive haute. C'est une endoscopie haute. Voilà. Alors, ensuite, on peut explorer technique par le bas, on peut avoir une rectosigmoïdoscopie, donc là c'est pour explorer le rectum et le sigmoïde, coloscopie pour le côlon, l'anuscopie c'est pour l'anus, l'entéroscopie c'est pour l'intestin grêle, la vidéocapsule endoscopique, là c'est le patient il va ingérer comme une capsule, comme un médicament qui contient une caméra qui va prendre comme une vidéo ou là, des photos au niveau du tube digestif pour chercher la source ou l'origine du saignement. On peut faire un scanner, un entéroscan, une IRM, là c'est pour pousser l'exploration. Un transit du grêle, le transit du grêle c'est quoi? C'est une exploration utilisant des rayons X en fait. On va opacifier, il va prendre une solution où il a un produit qui va opacifier, c'est par voie orale, il va prendre le produit qui va opacifier son tube digestif. Et là on va voir, c'est en utilisant des rayons X, c'est comme la radio, ça ressemble à la radio. Et puis on va pouvoir visualiser le tube digestif et est-ce qu'il y a des anomalies ou pas. Et enfin, on a l'artériographie cœlio-mésentérique. Là également, c'est pour explorer les artères, notamment l'artère mésentérique du tube digestif. Alors, la conduite à tenir. Il faut savoir que pour le cas de l'hémorragie digestive, il faut qu'il y ait une collaboration multidisciplinaire, c'est-à-dire réanimateur, gastro-entérologue, radiologue, chirurgien, ils vont tous travailler ensemble. Pour le simple but qui est de restaurer un état hémodynamique stable et d'assurer un traitement hémostatique. Hémostatique, ça vient de l'hémostase, c'est-à-dire la coagulation et de stopper le saignement, d'accord, l'hémostase.
Alors, la première des choses, c'est l'hospitalisation du patient en unité de soins intensifs ou bien en réanimation. Ensuite, on va faire un bilan biologique, on va prendre une voie veineuse et on va faire un prélèvement et faire une formule, un bilan hématologique, donc groupage, RH, le résus yani. Là, c'est pour surtout chercher le stade de l'anémie, yani, et savoir, et surtout de voir est-ce qu'il faut faire une transfusion ou pas. Ensuite, on fait technique l'ionogramme, l'urée, il y a également un bilan hépatique, voilà. Alors, les premiers gestes à pratiquer, on va faire un monitorage pour bien sûr voir les fonctions vitales, la température, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et respiratoire, la saturation en oxygène. Là, c'est pour les surveiller et voir l'évolution. Ensuite, on va faire une oxygénothérapie, c'est-à-dire on va assurer un débit de 6 litres par minute. Ensuite, on va prendre une ou bien deux voies veineuses périphériques de bon calibre, voilà. Et une sonde urinaire, là c'est pour surveiller et visualiser et voir la diurèse. Alors, si on a une chute de la tension artérielle, là on va perfuser des solutés macromoléculaires. Voilà. Lorsqu'on a une hémorragie digestive importante, là, on va plutôt prendre une voie veineuse centrale, c'est-à-dire on va insérer un CVC, c'est-à-dire un cathé veineux central qui est proche du cœur, donc c'est-à-dire au niveau du cou, on a la veine jugulaire ou la veine subclavière. Là, c'est pour donc c'est des veines qui sont de gros calibre et qui sont donc proches de la jonction veine cave et oreillette droite. Voilà. Donc là, c'est surtout, oui, mais bon, soit c'est une hémorragie digestive importante, ou là également, on ne peut pas voir les veines habituelles qu'on prélève, les prélèvements habituellement, parce qu'on a un choc hypovolimique. Voilà, c'est une hémorragie importante, on a un choc hypovolimique, donc les veines sont inaperçues, on ne peut pas les voir, et donc voilà. On va se diriger plutôt vers une voie veineuse centrale qui est beaucoup plus efficace. Et enfin, on va assurer une bonne surveillance, surtout de l'état de conscience et des signes de l'état de choc. D'accord? Alors, la fibroscopie digestive c'est un examen clé. On va la pratiquer avant 12 heures ou là, avant 24 heures. Yani le maximum 24 heures. Avant 24 heures. Alors, on dit ça. Yani, voilà. Mais surtout, ça se pratique chez un patient conscient, en état hémodynamique stable ou là sur un sujet intubé et ventilé. Voilà, c'est-à-dire tout d'abord, il faut restaurer l'état hémodynamique stable du patient et puis on peut explorer parce que l'hémorragie, on ne peut pas, elle nous empêche d'explorer. Alors, la fibroscopie digestive, elle a un triple intérêt. Tout d'abord, il est diagnostique. Bien sûr, on va pouvoir voir la lésion, on va localiser la lésion. La source, c'est l'hémorragie. Ensuite, pronostic technique, c'est de visualiser l'état, la gravité, c'est-à-dire par exemple l'ulcère ou là d'une artère qui est en train de saigner. Et enfin, c'est la thérapeutique parce que à travers l'endoscopie ou la fibroscopie, je vais pouvoir faire le traitement, par exemple, en cas de varices, on va faire une ligature des varices à travers l'endoscopie. Et lorsqu'on a un ulcère saignant, on va assurer une sclérose avec injection d'un produit qui va stopper le saignement, qui va faire comme l'adrénaline, par exemple, qui va faire une vasoconstriction, ou la pose de clip technique, un clip hémostatique qui va permettre de fermer cet ulcère. Voilà. Alors enfin, on termine avec le traitement. Pour la maladie ulcéreuse, donc là, on va faire une sclérose endoscopique. C'est un traitement qui va permettre d'assurer donc je disais que la sclérose endoscopique, c'est un traitement hémostatique qui va assurer une hémostase. On va injecter, donc pour l'ulcère, on va injecter un produit vasoconstricteur dans l'ulcère, à l'intérieur, à travers un endoscope, on va injecter un produit derrière l'ulcère, comme l'adrénaline ici, c'est mentionné, avec pose de clip. Alors un clip hémostatique, c'est comme des pinces, c'est un dispositif qui va permettre de fermer l'origine de ce saignement. Et on poursuit notre traitement avec des IPP qui sont les inhibiteurs de la pompe à protons comme l'oméprazole qui va permettre de diminuer l'acidité gastrique bien sûr. Et on va le donner tout d'abord par voie intraveineuse pour assurer un effet très rapide, efficace, et puis on va poursuivre avec la voie orale. D'accord.
pour la deuxième étiologie, c'est la rupture des varices œsophagiennes gastriques. Donc, il m'a la rupture des varices. Quelle est la cause? C'est la complication de l'hypertension portale. Donc, tout d'abord, je vais essayer de traiter cette hypertension portale et de diminuer cette tension portale. Ça se fait comment? Donc, c'est en injectant un produit qui va baisser cette pression, c'est la somatostatine. Ensuite, le premier, le geste de première intention, c'est la ligature élastique des varices ou bien sclérose endoscopique des varices gastriques. C'est-à-dire, la ligature, c'est quoi? C'est une technique qui va passer en utilisant un endoscope encore une fois. Donc, le but, c'est d'éradiquer ces varices œsophagiennes. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une sorte d'élastique. C'est comme des élastiques hein, qui vont, comme s'ils vont stranguler les varices. Ils vont les stranguler. Et puis, ça entraîne une obstruction. Et puis, la nécrose de ces varices. Donc, on va les supprimer, comment on va dire ça, c'est supprimer totalement. Mais à condition, tout d'abord, il faut traiter l'hypertension portale. L'hypertension portale, c'est une atteinte hépatique, par exemple, la cirrhose. Donc, je vais tout d'abord traiter l'origine. C'est-à-dire, si je vais traiter seulement les varices, ça ne sert à rien, parce qu'on aura une récidive. Vous voyez, donc c'est ça. Ou bien on peut faire une sclérose endoscopique des varices gastriques hein, dans le cas des gastriques, c'est-à-dire on va injecter un produit qui va provoquer une hémostase et l'arrêt et la coagulation, comme si l'hémostase de cette hémorragie et de ce saignement. Voilà, donc soit varices œsophagiennes, on va faire une ligature élastique, ou là, les varices gastriques, on va faire une sclérose endoscopique. C'est comme ça ressemble à ce traitement, et ça, c'est un traitement hémostatique. Ça assure un arrêt de l'hémorragie. Et enfin, à distance de l'hémorragie, on va assurer des médicaments qui vont prévenir et diminuer la fréquence de la récidive. On va donner des bêta-bloquants non cardiosélectifs comme le propranolol qui va diminuer un petit peu la récidive parce comme on avait dit, la récidive c'est un facteur de gravité de la pathologie liée à l'hémorragie. Enfin, si échec du traitement médical ou bien une hémorragie digestive abondante et récidivante et très compliquée, là on va se diriger vers un traitement chirurgical. On va faire, ou bien dans l'exemple de l'hémorragie digestive cataclysmique qui empêche toute exploration. Dans ce cas, on va faire une laparotomie. C'est une technique exploratrice, mais également elle va nous permettre d'accéder directement aux organes. On va ouvrir l'abdomen, tout simplement. C'est une ouverture de l'abdomen directe. Voilà, et de pouvoir voir le saignement et de le corriger. Voilà, elle est exceptionnelle. Voilà, elle n'est pas vraiment quelque chose de très fréquent, mais voilà, dans le cas où on a une hémorragie très grave et très rebelle et qui m'empêche de l'explorer, et surtout qui m'a a l'examen clétanal, c'est la fibroscopie. Donc là, si j'ai une hémorragie importante, je vais pas pouvoir faire cette technique, enfin cet examen de la fibroscopie. Voilà, donc là, on va faire laparotomie explorative qui est exceptionnelle. Voilà. Pour le cas dans le cas où la cause était une angiodysplasie, c'est une anomalie vasculaire, c'est une dilatation vasculaire qui va provoquer des saignements, des complications. Là, on va coaguler encore une fois, donc c'est un traitement hémostatique. On va faire une coagulation avec un gaz, c'est l'argan inerte. C'est un gaz qui va permettre la coagulation du sang provoqué par une angiodysplasie. Et en gros, c'est un traitement APC, c'est argan plasma coagulation. Là, c'est pour les lésions vasculaires, voilà. Donc voilà. Alors, pour le cas où donc bien sûr, qui connaît une perte importante, un choc hypovolémique, je vais faire un remplissage qui me rend là. Donc, le remplissage, il faut le faire prudemment. Il faut être vraiment prudent. Pourquoi? Parce que le remplissage portal, surtout dans le cas où il y a des varices œsophagiennes, et je vais faire un remplissage. Allège les varices œsophagiennes spécifiquement, parce que les varices œsophagiennes, c'est la complication de l'hypertension portale. Donc, si je vais faire un remplissage, et sachant que le remplissage portal, il augmente plus vite que la volémie, avec un effet délétère sur la récidive hémorragique. Donc là, le remplissage portal, il va être beaucoup plus important. La veine porte va augmenter de volume beaucoup plus rapidement que la volémie normale. Donc là,
on a dit un risque de récidive parce que on peut avoir encore une fois à nouveau une hypertension portale qui va se compliquer par des varices qui peuvent se rompre. Donc vraiment يعني حتقعد غير الدور في نفس الحاجة اللي هي cette gravité de varices qui peuvent se rompre. Voilà, donc là il faut être prudent, il faut être vraiment voilà, prudent et rigoureux dans la prise en charge et dans la conduite à tenir. يعني chaque étiologie لازم لها ses traitements, la prise en charge تاعها spécifique avec نكونوا عارفين les effets تاعها indésirables, les effets secondaires, avec les complications, et il faut quand même les noter, les prendre en considération et les surtout prévenir. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est tout par rapport à ce cours. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Alors, si on peut rajouter une dernière note, c'est le qui m'a la perfusion, enfin la transfusion, pardon. Donc là. Donc, بعد ما نكونوا درنا le bilan biologique تاعنا نديرو le bilan hématique تاع hématologique, c'est ça. نشوفوا شكون هو اللي نشوفوا l'hémoglobine. Alors, dans le cas de l'hémorragie digestive, le seuil recommandé, enfin le seuil transfusionnel recommandé, il est de 7 grammes par décilitre chez n'importe quel patient, c'est-à-dire on va dire les patients standards. Yani, ce sont des patients qui ne présentent pas de pathologie associée ou là de comorbidité associée. D'accord? Donc ce sont des patients عاديين داروا hémorragie digestive, les causes تاعهم voilà. Mais bien sûr, on a toujours des particularités. Chez un patient qui souffre d'une insuffisance coronarienne aiguë, dans ce cas, voilà, il faut augmenter le seuil, il est de 10 grammes par décilitre. On a augmenté le seuil, pourquoi? Parce que ce sont des patients qui ne peuvent pas augmenter leur débit cardiaque. Il y a une insuffisance cardiaque, surtout voilà, des patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire. Donc demain, ils ne peuvent pas augmenter le débit cardiaque. On a un risque de ne pas perfuser les organes correctement, ce qui peut aggraver des choses et créer d'autres complications. Donc là, on a augmenté le seuil, et voir. Donc là, en fait, le cas, c'est un peu particulier, on va dire. Bon, il y a toujours d'autres bien sûr, on a d'autres particularités. Il y a les patients qui souffrent d'anémie, déjà on m'a fait anémie, ou là dans d'autres complications, voilà. On peut voir, en fait c'est selon le contexte clinique, d'accord. Donc c'est selon le contexte clinique, avec même des signes cliniques de mauvaise tolérance de l'anémie, avec des hypotensions, le choc, c'est ça, le choc qui connaît un état de choc, d'accord. Donc par rapport à la transfusion, une autre notion, d'après ce que j'ai trouvé d'autres sources, qu'on peut donner une antibiothérapie. Une antibiothérapie, pourquoi en antibiothérapie faites le cas? Parce que lorsqu'on a bien sûr une atteinte hépatique qui a donné une hypertension portale, qui a provoqué des varices avec rupture, voilà, là il faut donner une antibiothérapie. Pourquoi? Parce que déjà l'antibiothérapie, elle va un petit peu elle va améliorer l'état du patient, et surtout puisqu'on a une atteinte hépatique, donc une atteinte hépatique, on a un risque d'encéphalopathie hépatique. C'est une détérioration de la fonction cérébrale. Pourquoi? Parce qu'on a une maladie hépatique qui est sévère, qui va donc, on aura une accumulation dans le sang de substances qui sont toxiques et qui sont normalement éliminées par le foie, et qui vont atteindre le cerveau. Donc là, on aura de la complication. Donc là, pour la prévenir, on peut donner des antibiotiques. Voilà, c'est pas ce sont pas des notions qui sont citées le court terme, c'est juste un plus, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais présenté à vous présenter par rapport à ce cours. Inch'Allah تكونوا استفدتوا, et il a كاين اي خطأ ولا, je vous prie de m'excuser et de me corriger dans les commentaires. Je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.